Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins, la meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Comment tu as trouvé des explications logiques sur la vague de chaleur qui traverse le pays? Ou bien toi aussi tu crois que c'est les changements climatiques? Bon, là, seul un climatologue peut te le dire. Hein, parce que pour parler de changement climatique, il faudrait étudier l'évolution du climat sur une période très très longue. Oui. Et ça, c'est le domaine des climatologues. C'est ça la différence entre un climatologue et un météorologue. D'accord. Lui, il étudie le climat sur une période extrêmement courte, quelques heures, quelques jours. Ouais, il va dire Voilà. que demain il va faire chaud, Voilà, il ça va c'est faire froid. la météo. Mais la climatologie, elle faut étudier ces variations sur des centaines, voire des milliers d'années, hein, si possible. Donc, je ne sais pas. Je pense que c'est une question qui serait intéressante à poser à nos ingénieurs là. Bon, je ne sais pas si on a des climatologues au Gabon, mais déjà des météorologues, pour essayer de nous dire un peu plus, déjà sur la probabilité de la durée de cette vague de chaleur là, parce que vraiment c'est une vague qui est par contre, ce que je trouve un peu étonnant, c'est que le gouvernement ne prévoit pas de faire de la communication pour sensibiliser les populations sur Il faut d'abord qu'ils maîtrisent la question. Non, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de machin. Il faut déjà sensibiliser la population sur le fait qu'il faudrait qu'ils consomment beaucoup d'eau, que les personnes âgées qui souvent ne ressentent pas le besoin de s'hydrater alors que la chaleur a des effets sur elles. Donc on doit régulièrement leur donner à boire, les mettre dans des endroits à l'abri des rayons du soleil. Donc s'il n'y a pas de climatiseur, même un ventilateur, ça pourrait aller, qu'ils soient couverts et non dénudés, comme souvent on a l'intention. Enfin, on se dit souvent que quand il fait chaud, il faut être dénudé, alors que c'est mauvais parce qu'on expose sa peau directement aux rayons ultraviolets. Et donc ça, même si on a la mélanine, mais c'est pas tout le monde qui a de la mélanine. Les albinos n'en ont pas. Donc eux, par exemple, c'est cette catégorie de la population est particulièrement. On doit aussi s'intéresser à elle pour. Quand c'est comme ça, il faut même qu'on voit comment leur offrir des crèmes solaires gratuitement, parce que vraiment, ce qui se passe là, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ce silence-là que je trouve assez embêtant de la part du gouvernement, où on a l'impression qu'il y a une absence d'initiative, alors que c'est un phénomène qui est là, qui touche les populations. Et le ministère de la Santé a l'air totalement absent, aux abonnés absents. Jean-Paul, on repart combien d'années en arrière? Aujourd'hui, c'est jeudi. Oui, on ne va pas loin en arrière. On va 10 ans en arrière. 10 ans en arrière, ce n'est pas l'histoire, Jean-Paul. Si, c'est l'histoire. C'est le présent. C'est 10 ans en arrière, pourquoi? Parce que on va revenir en fait sur les causes profondes de la guerre en Ukraine. D'accord? Tout part d'un événement qui s'est déroulé le 22 février 2014 et qu'on appelle la révolution du Maïdan. Alors, le Maïdan, c'est une grande place au centre de Kiev et qui a été l'épicentre des manifestations qui auront amené au renversement le 22 février 2014 du président Viktor Yanukovych. Alors, il faut savoir que depuis 1990, en réalité, l'Ukraine a été un peu ballottée entre deux continents, enfin entre deux gros blocs. On a un bloc occidental, principalement euro-américain, et on a le bloc russe. Et donc, progressivement, avec l'effondrement du mur de Berlin en 89, eh ben, il va y avoir, dans la vague des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, il va y avoir des vagues successives d'intégration, soit dans l'Union européenne, soit dans l'OTAN, soit dans les deux. Et donc, ce sont notamment les pays de l'Europe de l'Est, qu'on appelle, bon, il y en a plusieurs franges, mais surtout les pays baltes qui ont été les premiers une fois que le mur de Berlin s'est effondré, ce sont les pays baltes qui ont décidé de basculer les premiers dans le camp occidental. Donc, c'est la Pologne, c'est la Lettonie, l'Estonie, la Croatie, la République tchèque. Donc, tous ces pays-là, qui étaient à l'époque dans sous la sphère de l'Union soviétique, eh ben, tous ces pays-là ont basculé à la fois dans l'Union européenne et d'autres aussi au sein de l'OTAN. Et donc la Russie, jusqu'à l'arrivée de Vladimir Poutine en 2000, avait plus ou moins laissé faire. Mais à partir de 2000, Vladimir Poutine, qui au départ venait avec un certain sentiment d'ouverture, va
rapidement un peu déchanté parce qu'il va estimer que ces vagues successives-là d'intégration dans l'Union européenne et dans l'OTAN constituaient une menace dans la mesure où ces pays-là commençaient en quelque sorte à encercler la Russie. Et donc pour lui, il était pour des questions de sécurité et pour des questions de sécurité surtout sur les plans politiques, économiques, stratégiques, il était inacceptable que que la Russie soit entourée par des pays qui pourraient lui être hostiles. Alors, il faut aussi comprendre que, si tu veux, l'entrée rapide de ces pays-là, des pays baltes, au sein de l'Union européenne et au sein de l'OTAN, répond à deux volontés. Il faut savoir que ces pays baltes-là, après l'effondrement du mur de Berlin, ont toujours voulu tout faire pour se tenir le plus éloigné possible de Moscou, avec lesquels ils ne voulaient plus entretenir véritablement de liens forts, comme à l'instar de la période de l'Union soviétique, pour le fait qu'ils ont disons, des mauvais souvenirs de cette période-là. Et donc, ils ont voulu tourner la page de l'ancienne ère de l'Union soviétique en se rapprochant au maximum de l'Occident. C'est non d'abord parce que l'Occident était un modèle de réussite économique, parce que la Russie, le modèle communiste a montré effectivement que ce n'était pas une réussite en soi. Donc le modèle capitaliste, le modèle démocratique a été perçu par ces pays-là comme le modèle par excellence vers lequel ils voulaient tendre, à l'opposé de l'ancien modèle socialiste soviétique. Et puis la deuxième chose, c'est que pour se prémunir d'une éventuelle menace de la part de la Russie, ils ont maintenant aussi adhéré à l'OTAN. Et donc l'OTAN, qui est au départ une organisation défensive, qui visait justement à protéger les pays européens contre toute menace russe, ces pays baltes-là aussi, essentiellement, ont basculé à l'intérieur de ce bloc-là. Or, qui dit intégration dans l'OTAN dit aussi la possibilité pour les Américains d'y installer des bases. Et donc installer des bases à proximité des frontières russes a été rapidement perçu par le président russe comme étant une menace. Et maintenant, on arrive à la question de l'Ukraine, puisque après, si tu veux, l'entrée des pays baltes, restait maintenant aussi la question de l'Ukraine, qui elle aussi a été prise dans ce ballottage-là entre la Russie et l'Europe. Et si le président Viktor Yanukovych, qui lui est président proche des Russes, il a remplacé le président Loukachenko, qui lui était un président pro-européen. Et le président Loukachenko, quand il était au pouvoir, il avait commencé à mener des négociations avec l'Union européenne visant à permettre cette intégration au sein de l'espace européen, par le biais d'abord d'un accord d'association. Et donc l'accord d'association, c'est l'accord qui prépare l'entrée au sein de l'Union européenne. Et donc, lorsque lui, il arrive au pouvoir en 2010, il va, sous la pression, il faut aussi le reconnaître, de Vladimir Poutine, qui avait estimé que si la Russie n'avait pas été vigilante dans le fait que les pays baltes avaient basculé au sein de l'Union européenne et de l'OTAN, il était hors de question que ce basculement-là aille jusqu'en Ukraine. Et donc, lui, il va évidemment tout faire pour aider le parti des régions, qui est le parti de Viktor Yanukovych, à remporter les élections de 2010. Et donc, celui-ci va, le 21 novembre 2013, décider d'abandonner l'accord d'association avec l'Union européenne. Cet accord qui devait être signé les 28 et les 29 novembre de cette même année 2013-là. Et donc, cette signature devait avoir normalement lieu à Vilnius, donc en Lituanie. Et donc, à la suite de cette annulation, évidemment, des manifestations vont débuter en Ukraine, principalement à Kiev. Et il faut savoir que, en termes de population, vous avez l'ouest de l'Ukraine qui est constitué de populations, on va dire, pro-occidentales, qui est un mélange de populations hongroises, polonaises et autres. Et puis, vous avez le sud et l'est, où vous avez des populations dites russophones, qui sont principalement constituées des Tatars et des populations qui ont émigré, que Staline avait fait émigrer d'autres régions de Russie pour les faire installer là en Ukraine, jusqu'en 1953, date à laquelle l'Ukraine, par exemple la Crimée, avait été cédée à l'Ukraine. Et donc, lorsque ce pays-là accède à l'indépendance dans les années 90, évidemment, toute cette région-là appartient à l'Ukraine. Mais d'un point de vue
démographique, on a donc on a un ensemble de populations qui ont des bases culturelles quand même assez différentes, même si elles sont très proches. Et donc, par rapport à cela, si tu veux, il va y avoir un découpage géopolitique en Ukraine. Donc, on aura principalement les régions de l'Ouest qui sont proches des Occidentaux et qui ont toujours voulu adhérer à l'Union européenne et à l'OTAN, aidés en cela par l'influence aussi des Américains, parce qu'il ne faut pas oublier que lors des événements de la révolution de Maïdan, on avait Victoria Nuland, qui est la sous-secrétaire d'État actuelle du département américain, qui était à Kiev et qui avait apporté son soutien justement aux manifestants. Et donc, à partir de l'annonce de l'abandon de cet accord d'association par Viktor Yanukovych, il va y avoir des manifestations qui vont débuter, comme je l'ai dit, sur la place Maïdan. Et à partir de là, ces manifestations, au fil du jour, vont continuer à prendre de l'ampleur. Et donc, à partir de là, Viktor Yanukovych va décider de répondre à ces manifestations par une répression policière. Donc, dès le 30 novembre 2013, les forces de l'ordre vont être mobilisées pour essayer de réprimer ces manifestations. La répression sera particulièrement violente, mais on va constater malheureusement Viktor Yanukovych va constater malheureusement pour lui que ce n'était pas la bonne méthode, parce qu'à chaque fois qu'il envoyait les policiers, dès le lendemain, il y avait encore plus de personnes. Et donc, il y avait une augmentation du nombre de manifestants. Donc, de quelques milliers, on passe rapidement à plusieurs centaines de milliers de manifestants en décembre 2013. Et donc, l'opposition justement à Viktor Yanukovych va prendre en charge ces manifestations-là. Et le 19 janvier 2014, justement en réaction à l'adoption de nouvelles lois encore plus répressives pour essayer de mettre un terme à ces manifestations-là, les heurts vont se multiplier. Et donc, le 22 janvier 2014, on va malheureusement déplorer la mort de 3 personnes, et à la suite de ces affrontements violents qui vont se poursuivre jusqu'au 18 février 2014. À partir de là, les choses vont vraiment s'empirer. On aura 28 personnes qui seront tuées le 18 février, on aura 2 morts de plus le 20 février, et quelques temps plus tard, donc le 22 février, ces manifestations vont encore être plus violentes et plus répressive, avec plus de morts, puisqu'on va déplorer la mort d'une 60aine de personnes. Donc, à partir de là, l'Union européenne des pays européens vont essayer de se pencher sur l'Ukraine pour essayer de trouver une issue politique à cette crise-là. Et donc, la France, l'Allemagne et la Pologne vont essayer de convaincre Viktor Yanukovych de signer une espèce d'accord politique avec l'opposition. Dans cet accord politique-là, il était prévu, pour mettre un terme à cette crise, d'abord un retour immédiat à la Constitution de 2004 qui devait mettre fin au régime présidentiel et revenir donc à un régime parlementaire, à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et évidemment à l'organisation d'élections présidentielles anticipées avant le mois de décembre de cette année 2014 là. Malheureusement, en dépit de cet accord, l'Ukraine va connaître un renversement de régime dès le lendemain de la signature de ce texte-là. Puisque dans la nuit du 21 au 22 février, donc, étant donné que les manifestations vont prendre encore plus d'ampleur, Viktor Yanukovych, craignant pour sa sécurité, va donc décider notamment de quitter la capitale ukrainienne. Et donc, il fait d'abord une allocution télévisée dans laquelle, dans un premier temps, il annonce son refus de démissionner et va donc dénoncer un coup d'État de la part des opposants à son régime. Malheureusement pour lui, quelques heures après cette allocution, le Parlement se réunit et décide donc de le destituer de ses fonctions. Et c'est le président de l'Assemblée, Oleksandr Tchornikov, qui va devenir le président par intérim. Et dans la foulée, il faut savoir qu'une autre figure de l'opposition à Viktor Yanukovych, qui était aussi ancienne première ministre, Yulia Tymoshenko, qui, elle, avait été emprisonnée depuis 2011 pour abus de pouvoir, va être libérée dans la foulée. À partir de là, évidemment, cette révolution-là, dite de Maïdan, va raviver des tensions séparatistes au sud de l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que dès l'instant où
les parlementaires vont décider de destituer Viktor Yanukovych et de mettre en place un régime de transition, la première décision qu'ils vont prendre, c'est d'enlever la langue russe comme langue nationale en Ukraine et n'en faire qu'une espèce de langue secondaire, une langue régionale. Et donc, à partir de cet instant, ils vont imposer que désormais, tous les documents officiels qui auparavant se faisaient et en ukrainien et en russe vont devoir uniquement être faits en ukrainien. Et donc ça va être vécu par les populations de l'Est et du Sud comme un véritable coup de poignard dans le dos. Et donc, dans la foulée, il va y avoir également maintenant des soulèvements dans ces régions-là. Et en Crimée en particulier, cette région qui était déjà autonome et dont la population est majoritairement russe, il va y avoir un soulèvement dès le 1er mars 2014. Et donc la Crimée, les séparatistes de la Crimée vont immédiatement obtenir le soutien de Vladimir Poutine qui va y envoyer des troupes. Et le 11 mars 2014, le Parlement local de la Crimée va déclarer l'indépendance de cette région et également l'indépendance de la ville de Sébastopol. Il faut bien comprendre que Sébastopol abrite aussi la plus importante base militaire maritime russe, parce que la plupart des sous-marins nucléaires sont basés dans cette zone-là. Et donc, la Crimée et la ville de Sébastopol vont, le 1er mars 2014, le 11 mars 2014, ils vont annoncer leur volonté de se séparer du reste de l'Ukraine. Et le 16 mars, 2 jours plus tard, on va organiser un référendum avec l'aide de la Russie. Et les résultats vont tomber. 96,77% de la population va approuver cette séparation de l'Ukraine et cette adhésion au sein de la Russie. Et à partir de là, à partir notamment d'avril 2014, d'autres tensions également vont apparaître dans le Donbass et à Donetsk par rapport à la suite des événements qu'il va y avoir en Crimée, parce que ce sont les mêmes populations. Et donc le fait que la Crimée soit rattachée à la Russie va être perçu par les populations du Donbass et du Donetsk comme aussi une possibilité pour eux de se protéger et donc de se séparer de Kiev, avec lesquels apparemment ils ne voyaient plus les choses de la même façon. Et donc à partir de là va commencer ce qu'on va appeler la guerre du Donbass à partir de mars 2014. Et durant des années, il faut savoir qu'au départ, il y avait des militaires, des anciens militaires russes qui venaient soutenir des séparatistes, mais très vite, on le sait déjà, Vladimir Poutine apportait une aide indirecte à ces séparatistes-là, jusqu'à ce que Volodymyr Zelensky, lorsqu'il est élu, il décide de préparer une espèce de grande offensive pour essayer de récupérer l'ensemble des territoires séparatistes, donc le Donetsk et le Luhansk, et aller même jusqu'en Crimée. Et c'est là où, en quelque sorte, en vérité, Vladimir Poutine va prendre les devants en réalité, et il va lancer, lui, son offensive le 22 février 2022, avec toutes les conséquences que l'on connaît aujourd'hui. Le 24 février 2022. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Jean-Paul qui repartait 10 ans en arrière pour nous expliquer l'historique et le début de la guerre en Ukraine. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. On se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les